Chunk One. C'est le clou de toute l'année. Point final. Ce sera le match de la décennie. Le 21 février 1941, Saturday Night Live était déjà en difficulté. Puis Charles Rocket a fait quelque chose qui a changé la télévision à jamais. Lors d'un sketch en direct, il a prononcé un mot qui n'avait jamais été entendu à la télévision américaine auparavant. Plus de 300 personnes ont appelé en quelques minutes seulement. Les dirigeants de NBC ont paniqué alors que les sponsors retiraient des millions de dollars de publicité. Mais voici la partie choquante. Ce n'était pas un accident. En 1992, Rocket a finalement admis la vérité. Il avait tout planifié depuis le début. Mais la vraie question demeure. Valait-il la peine de tout détruire juste pour qu'on se souvienne de lui? La réponse pourrait vous surprendre. Il est né le 28 août 1949 à Banganga, dans le Maine. Mais ce n'était pas n'importe quelle naissance dans une petite ville. Son grand-père était Raymond Hatch Fogler, un homme qui a été secrétaire adjoint de la marine. Ce genre d'héritage ne passe pas inaperçu. Mais Charles n'a pas suivi la voie dite familiale. Il était l'un des 8 enfants entourés de bruit, de chaos et de compétition pour attirer l'attention. Cette énergie sauvage l'a suivi toute sa vie. En 1967, à 18 ans, il entre à la Rhode Island School of Design. Rêvant à l'origine d'être chauffeur de camion, il s'est tourné vers l'illustration et le cinéma. Et presque immédiatement, il est devenu une légende sur le campus. Il n'était pas juste un autre étudiant en art. Il était partout. Il organisait des événements, réalisait des films et créait même des super-héros écolos bizarres nommés Captain Packard et Lobo avec Dan Gauche. En 1968, ils ont même perturbé une assemblée générale, déguisée en ces personnages, en filmant le tout. Chunk 2. Les politiciens ne savaient pas ce qui leur arrivait. Rocket s'en fichait. Il a réalisé des courts-métrages expérimentaux qui mélangeaient animation et prise de vue réelle. L'un d'eux s'appelait Tits and Trucks. Il est sorti en 1970 et a suscité la controverse, mais aussi l'admiration. Il a repoussé les limites si loin que les étudiants l'adoraient ou craignaient de savoir où il irait ensuite. Et en matière de musique, il ne s'est pas contenté de rester en marge. En 1969, il a formé un groupe de rock appelé The Fabulous Motel. Il chantait, il jouait de l'accordéon. Il se fichait de savoir si cela avait du sens. Ce qui comptait, c'était de l'énergie. Un soir, le 15 novembre 1970, les amplis ont explosé pendant un spectacle. Des flammes se sont déclarées. Les gens ont paniqué. Les bouteilles ont volé. 2 membres du groupe ont été blessés. Rocket a continué à jouer d'une manière ou d'une autre, esquivant les débris, pressant des notes d'accordéon dans le chaos. La police est arrivée. 5 personnes ont été arrêtées, mais Charles n'a pas été ébranlé. Cette nuit est devenue une partie de sa légende. Tout en faisant tout cela, il a également déversé son sarcasme et sa rage dans des zines underground. De 1968 à 1971, il a dessiné des bandes dessinées satiriques, se moquant des professeurs, de la guerre, de tout ce qui ressemblait à du pouvoir. Dans une bande dessinée de 1970, il a représenté les doyens de l'école comme des clowns. L'administration détestait ça. Ils ont essayé de l'expulser en 1969 pour dessins indécents, mais il a continué. Lui et ses amis se faufilaient seul et la nuit, glissant des copies d'usines dans les dortoirs et les salons. Une fois, 200 exemplaires ont été saisis. Cela n'a fait qu'attiser son feu. Chunk 3. Il exploitait l'essor de la presse underground qui avait balayé l'Amérique. Des milliers d'étudiants faisaient là la même chose, mais peu le faisaient comme Charles Rocket. Au début de 1971, juste avant d'obtenir son diplôme, il a décroché un stage à WGR, une chaîne de télévision locale à Providence. Ce n'était pas glamour, c'était non rémunéré. Le taux de chômage en Amérique oscillait autour de 12%. Mais Charles s'est démarqué. Il a monté des images de la guerre du Vietnam. Des clips brutaux et non filtrés, plus de 50 heures par semaine.
Un jour, par accident, il a diffusé des images brutes de protestation sans approbation. Plus de 300 téléspectateurs ont appelé furieux. Cela a failli lui coûter son stage, mais les producteurs ont remarqué quelque chose. Ces montages étaient intelligents. L'audience a augmenté dans les segments de test. Il était sur quelque chose. Il a obtenu son BFA en mai, mais un moment l'a hanté. C'était le 22 avril 1970, le jour de la Terre. Nixon intensifiait la guerre. Charles a rejoint une manifestation au RISD avec 500 étudiants. La police est arrivée. Les choses ont dégénéré. Il a jeté des tracts. Les agents l'ont arrêté pour trouble à l'ordre public. Il a passé 6 heures entassé dans une cellule de détention avec 30 autres personnes. Ce jour-là l'a changé. Il a dit plus tard que cela avait donné naissance à son attitude de rebelle sans pause. Il ne s'agissait plus seulement de performance. C'était personnel. Plus de 4000 personnes ont été arrêtées lors de manifestations anti-guerre ce même mois. Mais Charles Rocket a emmené ce moment dans chaque rôle, chaque blague, chaque controverse qu'il affronterait plus tard à la télévision nationale. En 1972, Charles Rocket a épousé Beth Crellin d'une manière inattendue. Chunk 4. Au lieu d'une église ou d'une mairie, ils ont prononcé leurs vœux sur le cuirassé USS Massachusetts, avec ses canons navals géants se profilant à l'arrière-plan. Les membres de la famille étaient stupéfaits. Ce n'était pas le genre de mariage qu'ils avaient imaginé, mais pour Charles et Beth, cela correspondait à leur énergie sauvage et à leur envie de quelque chose de différent. Après cela, ils ont fait leurs valises et ont déménagé à Nashville. Ce n'était pas glamour. Il a travaillé comme assistant de production à WTVF-TV sous le nom de Charles Kennedy, effectuant de longs quarts de travail de 12 heures pour seulement 12 000 $ par an. La plupart des jours, il sautait des repas juste pour suivre le rythme. Beth a trouvé des emplois de serveuse pour les maintenir à flot. Mais même alors, son humour transparaissait. Il a une fois fait une blague téléphonique à sa propre chaîne, se faisant passer pour une célébrité. En 1973, son style de parole rapide a commencé à attirer l'attention, mais le stress a frappé fort. Les problèmes d'argent ont conduit à des disputes. Avec le recul, Charles a admis que ce déménagement à Nashville ne visait pas seulement à saisir une opportunité. C'était sa façon de fuir une scène artistique sans issue à Rhode Island, où il avait autrefois joué de l'accordéon dans un groupe appelé The Fabulous Motel. En 1974, les choses ont commencé à changer. Charles a décidé d'abandonner son nom de naissance et est devenu Charles Rocket. Certains collègues se sont moqués du nom, le qualifiant d'exagéré, mais cela signifiait quelque chose pour lui. Pour lui, il voulait que son ascension soit explosive comme une fusée. La même année, il a déménagé à Pueblo, dans le Colorado, et a finalement décroché une place devant la caméra. KOTV l'a embauché comme météorologue, le payant 18 000 $. Ce qui le différenciait, ce n'était pas la prévision, c'était la façon dont il la livrait. Un jour, il portait une tenue de cow-boy pendant une tempête de poussière. Un autre jour, il improvisait des blagues en direct à l'antenne. Ça a marché. Les audiences ont augmenté de 15 % en 6 mois. Sa taille, 1,95 m et sa voix grave l'ont rendu mémorable, mais ont également rendu certains collègues mal à l'aise. Il a également commencé à animer une émission pour enfants, The Super Show, où il ajoutait des commentaires amusants à d'anciens calls des années 1950. Environ 10 000 enfants regardaient chaque épisode, mais Rocket avait aussi un côté chaotique. En 1974, il a accidentellement diffusé un bobine pleine de bêtisiers en direct. Cela a failli lui coûter son emploi. Chunk 5. Toujours le 15 juillet de cette année-là, il a légalement changé son nom en Charles Rocket. Il n'était plus seulement un caméraman. Il construisait une marque. Puis, 1975. Un soir, lors d'une énorme tempête de neige qui a déversé 45 cm de neige, Rocket a commis l'erreur d'improviser des blagues grossières en direct à la télévision. Comparant la tempête à son ex un mauvais jour et ajoutant des commentaires risqués sur le vent, il a déclenché 200 appels de téléspectateurs en colère.
La FCC s'en est mêlée. Ses patrons l'ont suspendu pendant 2 semaines sans salaire. Il a dû passer à l'antenne et s'excuser auprès de près de 60 000 téléspectateurs. Certains auraient pu être anéantis. Rocket s'en est simplement moqué, disant qu'il avait rendu la météo plus excitante, mais en coulisses, les choses étaient tendues. Beth l'a exhorté à suivre une thérapie. Leur mariage a subi un autre coup dur. Pourtant, même au milieu du scandale, sa touche créative n'est pas passée inaperçue. En 1976, il a remporté un Emmy local pour ses reportages. Cette controverse l'a en fait rendu plus populaire. Les audiences ont augmenté de 25%. Mais l'avertissement était clair. La télévision avait des règles et Rocket les testait toujours. En 1977, Rocket est retourné à Rhode Island. Il a rejoint WPRI-TV à Providence le 15 juin, gagnant 25 000 $ et créant quelque chose de nouveau. Cela s'appelait The Rocket Report. Ce n'étaient pas vos nouvelles normales. Rocket sillonnait les rues avec une caméra, parlant à des habitants bizarres, comme un type qui jurait que des extraterrestres l'avaient enlevé. Les gens ont adoré ça. L'audience a augmenté de 30%. Environ 100 000 foyers ont regardé. Et en 1978, il a remporté un autre Emmy régional. Mais il n'a pas cessé de repousser les limites. Chunk 6. Le 4 juillet 1977, il a mis en scène une fausse émeute dans le cadre d'un sketch. Cela a suscité 150 plaintes et a conduit à une courte suspension. Ses patrons n'étaient pas amusés. Pourtant, Rocket n'a pas changé. Il s'est constamment heurté à la direction, allant même jusqu'à quitter une réunion en trombe. Il a ajouté son accordéon à certains segments, jouant de la musique au milieu d'un reportage. Certaines personnes ont pensé que c'était génial. D'autres ont dit que ce n'était pas professionnel, mais pour Rocket, c'était réel. Il a dit plus tard à des amis: revenir à Rhode Island, c'était comme une remise à zéro désespérée après le burn-out dans le Colorado. Semaine après semaine, il a marché sur la ligne entre la comédie et le journalisme, et il se fichait de savoir qui pensait que c'était trop. Il a réalisé 52 épisodes qui ont prouvé que son style n'était pas qu'une phase, c'était qui il était. En 1969, Charles Rocket avait 30 ans et travaillait comme présentateur de nouvelles dans une petite ville du Colorado. Il utilisait son vrai nom, Charles Clivery, et son travail était stable mais oubliable. Mais tout a changé lorsque des bandes de démonstration ont commencé à circuler à NBC. Elles contenaient quelque chose d'étrange. De fausses interviews de rue où Rocket, l'appelant The Rocket Report, mélangeait des nouvelles sérieuses avec des blagues folles. Parfois, il se moquait des catastrophes. Parfois, il agissait comme si la caméra avait capté un effondrement. Dans un sketch, il a fait semblant de manger son microphone en direct à la télévision. C'était bizarre. Certains ont dit que ce n'était pas professionnel, mais d'autres, en particulier à NBC, ont dit que c'était génial. Même si ces bandes contenaient 12 minutes de prise de vue brute pleine de jurons, les recruteurs ont aimé le chaos. Alors cet été-là, Rocket a quitté le Colorado et a déménagé à New York. En quelques mois, il décrochait de courts rôles d'invité dans des émissions de réseau. Il gagnait 500 $ par épisode. Un énorme bond par rapport aux 18 000 $ qu'il gagnait toute l'année chez lui. Mais ce qui a le plus choqué les gens, c'est qu'il n'avait aucune formation en comédie. C'était tout instinct, toute énergie. Il allait soit percer, soit exploser. L'été suivant, en 1980, Saturday Night Live s'effondrait. Son créateur, Lorne Michaels, venait de partir le 24 mai. NBC ne savait pas quoi faire. Chunk 7. Les audiences étaient en baisse. Le réseau pensait sérieusement à l'annuler, mais la productrice John DeManion a été chargée de sauver l'émission. Elle avait besoin de nouveaux visages rapidement. En juillet, Rocket a auditionné à l'intérieur du 30 Rockefeller Plaza, entouré de près de 200 autres aspirants. Il ne s'est pas retenu. Il est arrivé en tant que faux présentateur, tout comme ses anciennes bandes. Mais cette fois, il a ajouté encore plus de chaos. Il a commencé à crier sur le téléprompteur, puis il a hurlé des obscénités.
Puis, il a fait semblant de rendre compte en direct d'une émeute tout en fracassant un bureau. Il s'est même coupé sur un morceau de verre d'accessoire. Tout le monde s'est figé. Certains ont ri. Certains étaient horrifiés. Mais Domanian a dit que c'était génial. Son audition est devenue tristement célèbre. 17 jurons dans un sketch, le plus élevé jamais enregistré pour un essai à SNL. Beaucoup pensaient qu'il avait raté sa chance, mais Domanian croyait que l'émission avait besoin de quelqu'un de dangereux. Rocket a eu le rôle, et pendant ces 3 jours sauvages d'essai, il a également noué un lien étrange avec un autre étranger, Eddie Murphy. En août, les rappels étaient en cours. Environ 50 artistes ont réussi jusqu'à présent, mais Rocket ne s'est pas fondu dans la masse. À l'intérieur d'un studio new-yorkais sombre, sous des lumières basses et une tension croissante, il a noué une amitié avec un jeune comique nommé Gilbert Gottfried. Rocket venait de chaînes de nouvelles tranquilles. Gottfried venait de clubs de comédie bruyants. Ils ont plaisanté en disant qu'ils étaient les rejetés. Tard dans la nuit, ils se tenaient dehors à fumer et à rire du fait qu'ils n'étaient pas à leur place. Un jour, ils ont improvisé une routine dérangeante où ils se moquaient des célébrités décédées. Gottfried hurlait des voix. Rocket est resté calme et froid. Chunk 8. Le public a ri, mais tout le monde n'a pas aimé ça. Rocket, quant à lui, se faisait déjà des ennemis. Dans un seul rappel, il a exigé 14 modifications au scénario. Il voulait plus de chaos, plus de jurons, plus de destruction. Un écrivain a craqué et est sorti. D'autres ont qualifié Rocket d'arrogant. Une note de service l'a même qualifié de monstre. À un moment donné, Rocket a menacé de démissionner à moins d'obtenir ce qu'il voulait. Domanian était stupéfaite. Elle avait déjà décidé qu'il allait être la vedette. Lors d'une after-party. Ce mois-là, Rocket et Gottfried ont fait une blague téléphonique à Lorne Michaels. C'était drôle à l'époque, mais même cette nuit-là laissait entrevoir quelque chose d'autre, que la saison 6 allait être un désastre et que l'ego de Rocket aiderait à la faire tomber. Puis, 20 septembre. Le 10, Rocket a signé le contrat 40 000 $. Il était maintenant officiellement un joueur vedette à SNL. Il a déménagé sa femme, Beth, et leur jeune fils, Zane, d'un Rhode Island tranquille à un appartement étroit de Manhattan qui coûtait 1 200 $ par mois. C'était un énorme risque, surtout avec l'émission en crise. Mais Rocket n'était pas assez timide. Dans une interview audacieuse au New York Times ce mois-là, il a déclaré qu'il deviendrait le prochain John Belushi. Il a promis de dominer l'émission, visant 12 sketchs par épisode, un nombre qu'aucun autre membre de la distribution n'avait même tenté. Il ne plaisantait pas. Il a lancé son propre segment récurrent appelé The Rocket Report, sillonnant les rues de New York avec une équipe de tournage. Ce n'étaient pas des sketchs sûrs. Dans l'un d'eux, il a couru après des taxis à pied. Il s'est blessé 2 fois cette saison. Le réseau était nerveux, mais Domanian a continué à le défendre. Elle a même commencé à l'appeler un mélange entre Bill Murray et Chevy Chase. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Rocket a commencé à demander une facturation supérieure. Il s'est disputé avec d'autres membres de la distribution au sujet du temps d'antenne. Chunk 9. Les scénaristes se sont lassés. Tout comme l'équipe, à la fin de cette saison, les audiences étaient tombées à une moyenne de 4,2 et près de 70% de la distribution serait partie l'année suivante. C'était le 21 février 1941. Saturday Night Live traversait déjà une saison difficile. Et ce soir-là, les choses ont explosé. Charles Rocket, qui était censé être l'une des étoiles montantes de l'émission, est apparu dans un sketch qui se moquait de la célèbre scène de « Qui a tiré sur Jer » de l'émission Dallas. Dans le sketch, Rocket était dans un fauteuil roulant, faisant semblant d'avoir été abattu. Tout le monde s'est regroupé autour de lui devant la caméra. Puis il a dit avec désinvolture « Oh mec, c'est la première fois que je me fais tirer dessus de ma vie. J'aimerais savoir qui a fait ça. » Au moment où ces mots ont quitté sa bouche, tout a changé. La foule a haleté.
Il y a eu des rires maladroits, mais le choc était réel. Les téléphones de NBC ont commencé à sonner sans arrêt. Plus de 300 personnes ont appelé pour se plaindre en quelques minutes seulement. C'était la première fois que le mot commençant par F était prononcé en direct à la télévision américaine. En coulisses, le chaos a éclaté. John Doman, la productrice, était terrifiée. La FCC pouvait leur infliger une amende allant jusqu'à 25 000 $ par infraction. Le réseau a paniqué, les censeurs se sont bousculés, la caméra a coupé, et Rocket est resté assis là, calme, comme si rien ne s'était passé. Mais ce calme n'a fait qu'aggraver la situation. L'épisode a attiré en moyenne 12 millions de téléspectateurs, bien en deçà du sommet de 20 millions de l'émission. Et maintenant, elle risquait d'être complètement annulée. Les dirigeants ont commencé à se demander si les émissions en direct valaient encore le risque. Le mot commençant par F est sorti à exactement 0h48. Juste après l'avoir prononcé, la caméra a capté Charlene Tilton haletant. Oh mon Dieu! Tandis que les autres membres de la distribution se sont figés. Chunk, 10. Gilbert Gottfried a essayé de ne pas rire. Gail Matus a regardé avec choc. Dans la salle de contrôle, le réalisateur Dave Wilson a craqué. Il a claqué sa main sur la console et a crié « C'est tout, c'est la fin de la télévision en direct ». Le moment non censuré venait d'être vu par environ 15 millions de foyers. Les appels n'ont pas cessé, environ 50 par minute. Certaines personnes ont même menacé de boycotter NBC. Mais ce n'était pas la première fois que Rocket dépassait les bornes. Il était connu pour improviser des répliques audacieuses auparavant. Celle-ci, cependant, est allée beaucoup trop loin. NBC a émis une douzaine d'avertissements en interne ce même soir. L'émission était déjà en difficulté, avec des changements de scénario de dernière minute et à peine leur répétition. Cette saison seule avait 7 autres occasions, manquées de peu, avec des grossièretés en direct. Les coulisses étaient tendues. Il y a eu des rapports de membres de la distribution se criant dessus. Les 6 sponsors ont paniqué. General Electric a retiré 2 millions de dollars de publicité. Rocket a essayé de minimiser la situation plus tard et a dit à quelqu'un que ce n'était qu'un mot. Mais NBC ne riait pas. Ce qui est surprenant, c'est que Rocket n'ait pas été renvoyé tout de suite. Au lieu de cela, il a été forcé de faire ce qu'ils appelaient une tournée d'excuses. Du 22 février au 6 mars, il a rencontré plus de 20 dirigeants du réseau. Chaque réunion était longue et il devait lire la même ligne qui sonnait faux, encore et encore. Je regrette profondément mon manque de jugement, mais en privé, il était furieux. Il a imputé le gâchis à la rapidité avec laquelle tout se faisait. Il a dit qu'il n'avait eu que 4 heures pour répéter et que 3 scénaristes différents lui avaient donné des notes contradictoires. Encore plus choquant, il a en fait été payé pour ses réunions d'excuses, environ 5 000 $ d'heures et supplémentaires. Il travaillait 18 heures par jour et était complètement épuisé. Il y a même eu 5 disputes signalées cette même semaine parmi la distribution. NBC ne l'a pas renvoyé instantanément parce qu'elle avait peur d'un procès. Son contrat lui garantissait 13 épisodes, alors ils l'ont forcé à faire des séances de photos maladroites avec les directeurs de la chaîne, souriant pour la caméra tout en bouillant à l'intérieur. C'était une période sombre pour l'émission. Le personnel démissionnait à gauche et à droite. Ils avaient trouvé de la cocaïne dans 2 des loges. Près de la moitié de l'équipe a changé en quelques mois seulement. Le scandale n'a pas mis fin à l'émission. Il a fait grimper l'épisode suivant à 14 millions de téléspectateurs, mais les dégâts étaient faits. D'une manière ou d'une autre, Rocket est revenu pour l'épisode du 7 mars, animé par Bill Murray. Il s'en est sorti sans une seule erreur, mais les gens en coulisses ont dit qu'il était déjà marqué. Le 10 mars, le producteur Dick Ebersol a remplacé Jen Dumanian et a immédiatement fait le ménage. Il a renvoyé Rocket et la plupart de la distribution, 6 artistes au total. NBC a réduit le budget de 1,2 million de dollars. Mais voici ce que personne n'attendait.
Avril avait prévu de renvoyer Rocket avant même que le mot commençant par F ne soit prononcé. Des notes de service de janvier ont montré qu'il avait déjà été signalé pour avoir manqué des répétitions et s'être disputé avec des scénaristes au sujet de constantes réécritures de scénarios. La grossièreté a juste rendu les choses plus faciles. Pourtant, les fans ont en fait essayé de le faire réintégrer. NBC a reçu plus de 500 pétitions signées. Son dernier épisode a attiré 13 millions de téléspectateurs, ce qui était plus que la semaine précédente. Ebersol a dit plus tard que le renvoi était principalement une décision créative, mais la carrière de Rocket ne s'est jamais rétablie. Au cours des 2 années suivantes, il n'a réussi à décrocher que 7 rôles mineurs. Le scandale avait coûté à NBC un demi-million de dollars de revenus publicitaires et il a suivi Rocket partout. Puis est arrivé quelque chose de presque incroyable. Dans une interview de 1992, Rocket a finalement admis qu'il avait planifié le juron. Il a dit à des amis la veille, le 20 février, dans un bar de Manhattan, qu'il allait faire en sorte qu'ils se souviennent de lui. Il était furieux depuis des semaines. Les audiences chutaient rapidement. Cette saison n'avait que 10 millions de téléspectateurs par épisode, contre 18 millions l'année précédente. Il a perdu sa place de mise à jour du week-end au profit d'un invité après seulement 5 émissions. Chunk. 12. Les salaires avaient été réduits de 20%. Rocket a répété la réplique dans sa loge et l'a chronométrée parfaitement, sachant que les censeurs étaient distraits. Plus tard, Eddie Murphy appellerait cela un génie suicidaire. Cette saison a été remplie de faits de drogue. 3 personnes ont fini à l'hôpital. Rocket a reproché à la productrice John Duman de s'être entouré de gens qui ne lui disaient que oui. Après avoir été renvoyé, il a été mis sur liste noire de la télévision en réseau. Il a combattu la dépression. En 1985, il a essayé de mettre fin à ses jours, mais d'une manière ou d'une autre, il a commencé à revenir. En 1945, Rocket a rejoint l'émission Clair de Lune dans le rôle du frère de Bruce Willis. Il a joué Richard Addison et est apparu dans 12 épisodes entre 1945 et 1949. Il a apporté sarcasme et charme au rôle et les critiques ont adoré. C'était un moment énorme. Il avait été le gars qui s'était fait renvoyer pour avoir juré en direct à la télévision et maintenant, il était dans une émission à succès avec un vrai temps d'écran. Les gens ont commencé à le voir différemment, mais il ne pouvait pas échapper complètement à l'image. En 1986, il a joué en tant qu'invité dans Miami Vice dans un épisode diffusé le 14 février. Il a joué un homme d'affaires louche lié à des affaires de drogue. Ce n'était qu'un seul épisode, mais il a eu un impact. La même année, son passé a failli le rattraper à nouveau. En 1983, il avait été arrêté pour ivresse publique après une bagarre lors d'une fête. Il a brisé un verre et a hurlé des obscénités. Son taux d'alcoolémie était de 0,15. Il a passé une nuit en prison et a été condamné à 6 mois de conseil. Cette arrestation a failli le briser. En 1944, il a tenté de se suicider, mais ensuite il a eu clair de lune. Cela l'a maintenu en vie. En 1987, Rocket a joué un grand méchant dans l'émission de science-fiction Max Headroom. Il est apparu dans les 14 épisodes jusqu'en 1988. Il a joué un dirigeant froid et manipulateur dans un avenir où la télévision régnait sur tout. Les critiques l'ont qualifié de parfait pour le rôle, mais même cette émission a été annulée rapidement. Chunk. 13. Il l'avait filmé à Vancouver à partir de mars 1987. L'émission prédisait un monde obsédé par les écrans. Rocket, qui avait autrefois été détruit par une émission en direct, jouait maintenant un homme qui contrôlait ce que tout le monde voyait. Son jeu d'acteur a été salué, mais le travail s'est terminé trop tôt. De 1986 à 1959, il a commencé à faire du travail de voix dans l'animation. Il était dans les aventures des Galaxy Rangers, donnant sa voix à toutes sortes d'extraterrestres et de méchants. Il a travaillé sur plus de 20 des 65 épisodes. Cela lui a donné une certaine paix. C'était du travail sans la pression d'être devant la caméra.
Mais même alors, des rumeurs sur son passé continuaient de circuler. Il enregistrait à New York, généralement seul. Les enfants ont adoré l'émission. Environ 5 millions la regardaient chaque semaine. Il se reconstruisait lentement, petit à petit, puis sont venus d'autres rôles. En 1988, il était dans Earth Girls Are Easy. Il a joué un médecin qui trompait sa femme. Le film a fait un flop, perdant plus de 6 millions de dollars. Mais Rocket a laissé sa marque. En 1990, il a eu un petit mais sérieux rôle dans Danse avec les loups. Le film a remporté 7 Oscars et a rapporté plus de 400 millions de dollars. Rocket n'avait que quelques scènes, mais il se tenait droit, littéralement à 1,48 m, apportant de l'autorité à son personnage. Pourtant, une fois de plus, il ne pouvait pas se débarrasser de l'ombre de ce qui s'était passé en 1981. En 1993, il est apparu dans Hocus Pocus. Il a joué le père, Dave Dennison. Le film n'a pas bien marché au début, mais est devenu plus tard un classique culte. En 1994, il était le méchant dans Dumb and Dumber. Son personnage, Nicolas André, a prononcé des répliques que les fans citent encore, mais il n'a été payé que 50 000 $, alors que le film a rapporté près de 250 millions de dollars. Les réalisateurs se sont heurtés à lui au sujet du ton. Et encore une fois, il a joué le type étrange, le sac à ordures, le gars qui craque et crie. Chunk, 14. C'est devenu un schéma auquel il ne pouvait pas échapper. Entre 1995 et 2003, il a eu quelques apparitions à la télévision, des rôles de voix dans des émissions comme Static Shock et Titan AE. Mais les choses se calmaient. Par un froid matin d'octobre en 2005, Charles Rocket a été retrouvé étendu dans un champ tranquille près de sa maison à Canterbury, dans le Connecticut. Sa gorge avait été tranchée avec l'un de ses propres outils. La lame provenait de son établi. Il avait 56 ans. Il n'y avait pas de notes, pas de signe de lutte, pas de témoins, juste le silence. 10 jours plus tard, les autorités ont statué qu'il s'agissait d'un suicide, mais la méthode était rare. Seule une infime fraction des personnes mettent fin à leur jour de cette façon. Sa femme, Beth, est celle qui l'a trouvé. Ceux qui connaissaient Charles ont dit qu'il était le genre de personne qui affrontait les problèmes de front, pas quelqu'un qui disparaîtrait dans un champ et saignerait seul. Il avait l'habitude de dire qu'un moment l'avait suivi comme une malédiction. C'est arrivé en direct à la télévision devant des millions de personnes.